Maggie, tu vas bien? Oh, quel joli tabouret! Ça va, Manu? Ouais, toi Manu, tu vas Je sais bien? pas si tu l'as mis en blanc ou en noir. Voilà, c'est ça. C'est là qui est dans ma cuisine. C'est moi qui collais les. C'est vrai que c'est plus difficile de. Salut, gars. Ça va? Ça va? T'as vu, j'ai ramené des livres. Ah, bien! J'ai ramené des DVD là-bas. Ah, cool. J'en ai pris que 2. Ah, ouais. Non mais. La jambe prise. Parfois ils sont. Ouais. La jambe prise. Avec des Ah, charges. bravo. Je veux bien. On remet le pilote là. Hein. Là, Vous voulez mettre des chaises? Et je t'ai ramené. Après, éventuellement. Non, mais bon, je sais pour nous.
énorme montée tétanisée, qui sous les pieds crissait, écrasé. Était-il seulement consommé à l'accouplement d'une éclosion des constellations carbonifères, tombe une pluie d'émicilium de l'an. Au hasard d'une aiguille, Vous permettre de ralentir et de Ouais. reprendre aussi de reprendre le texte en main pour ensuite après repartir un peu plus vite ou quoi. Mais si vous articulez et vous donnez la voix, normalement ça devrait aller. Mais non, ça va. Vous êtes prêts pour le chien? Allez, hop, ça y est. Là, il ne grogne pas encore. Je regarde la gueule du chien. Ah, le voilà qui aboie. Rien à faire. J'observe à nouveau le chien. Cette oreille me préoccupe. L'oreille du chien est le point du caractère chien. On devrait mettre un point de chaque côté. Approchons-nous du chien. Tirons à l'endroit de ce point, on l'arrache et puis on le met entre les pattes. Voilà, gros. Le chien, il y a un gros chien, un grand et gros chien qui est vraiment là, couché sur le flanc. Il a la forme d'un tonneau. J'ai vu une fois un chien parfaitement immobile, avec de la mousse sur le corps. Il était couché tout comme une grosse pierre et dormait toujours. Au soleil qui passait à travers les arbres après la pluie, le chien brillait de toutes les mousses qui recouvraient son dos et son ventre. Quand je m'approchais de lui, la mousse trembla légèrement. Le chien eut un léger grognement. « Rentre chez toi !» Et puis cet après-midi, donc du coup, on aura pour commencer l'association Cristal qui songe avec du buto pour la première heure. Derrière, on aura les poésies de l'association Harmonie, voilà, accompagnées des instruments à vent et des percussions de Romain qui est là. Et puis, dans un troisième temps, un tandem de percussionnistes, Nika Taiko. Voilà. Et avant de terminer et puis de laisser la place au spectacle, je voulais aussi qu'on remercie Emmanuel. Alors déjà Emmanuel du CCV et puis l'autre Emmanuel qui est le jeune homme au bout qui a fait les origamini qui sont au milieu de la salle. Voilà, c'est une vraie prouesse parce que je crois qu'il y a jusqu'à 2 mois de travail pour le plus gros des signes qui fait entre 7 et 9 kilos. Voilà. Bon après-midi, et puis en plus, tout à l'heure, je crois qu'on pourra boire un petit verre tous ensemble. Voilà, à tout à l'heure, et puis donc on commence par Cristal qui songe. L'homme est le plus intime. Et cependant, était-ce bien moi qui ne voulais rien laisser surgir, rien laisser couler, et qui pensais possible de consommer mollement jusqu'au bout ce reste de vie mensongère fait pour les esprits tranquilles, entassant dans des creux bourbeux, saturés d'air vicié, des pierres et des cailloux qui s'élèvent en tour, croyant que je pourrais faire comme s'il n'avait pas eu lieu la merveille d'une goutte d'eau translucide, capable de renouveler ma vie. Il ne pleut plus dans cette cour à présent. Seules les orchidées qu'on appelle hautes fantômes y poussent sans retenue. Je n'ai que l'eau souillée du sous-sol, pompée par leurs racines, pour y tremper en dormant mes lèvres gercées. Du dedans au dehors, du dehors au dedans. Et où coule maintenant ce fleuve de mots débordants qui s'interpénétraient et circulaient sans cesse? Mais peut-être les choses sont-elles mieux ainsi. Ici, par exemple,
La surface de cette table où reposent quelques feuilles de chêne charbon, rapportées pour orner la platitude du journal de mes nuits entre sommeil et veille. Mettons que ce soit là le dernier réservoir qui m'ait été laissé. Et puisque l'eau qui le remplit est si inoffensive et dormante, puisqu'il n'y a plus aucune ombre de monstre vivant remuant dans ses profondeurs, je ne m'unirai plus à elle. C'est bien ainsi. Je ne dirai plus qu'il me faut être d'une fraîcheur limpide, ni qu'il suffit de se laisser aller tout doucement sans révolte aucune. Mon espérance n'est plus là. Il faut plutôt qu'enfin je me déprenne de l'eau, que je secoue de moi le sentier délicieux. Je croyais souffrir suffisamment déjà de la soif et de la soulure. Vois pourtant ces manteaux tout trempés suspendus dans un coin de la chambre qui continue de perdre son eau goutte à goutte. Ne dirait-on pas un autre moi figé, destiné à rester sa place? Je le fais moi-même pour continuer de souffler sur moi sa malédiction. Humide que n'y pense autant que ma propre respiration. Ou bien encore, ces délicieux vertiges qui sans cesse s'emparent de moi. En plein jour, et chaque fois me rejette de l'eau, le noir tendrement nourrissant de mes rêves se remplit de myriades de petits poissons souples qui font miroiter leur écaille d'argent. Ces jolis poissons tellement chatouillants. Il me faut un projet pour me disperser, à tout vent disperser mes propres pores desséchés, rompre avec la nostalgie des choses tendres qui surgissent sans effort, briser la faiblesse que j'ai pour la pesanteur de ma chair, penser juste un peu plus avant, plus haut, pour me projeter un peu, m'alléger, me faire oiseau léger. C'est alors que l'air me deviendra le plus intime. Je ne nagerai plus, je planerai seulement. Je veux planer perpétuellement dans une étendue affamée, sans limite et sans sens. Rompre avec la sensualité de l'eau, briser la peur de la soif. Et dans le ciel nuageux chargé d'une atmosphère électrique qui annonce les ferventes batailles à venir, je peux me disperser avec tous les mois qui ne me ressemblent pas. Projet qui ne se réalisera pas. Mais répéter encore par simple habitude les modestes ablutions rituelles dans cette pauvre petite flaque serait un divertissement plus vain que monter une tour de pierre ou cultiver des orchidées. C'est en me dégageant du courant et du vacillement, en étant fidèle au projet de percer ces murs et ce plafond suintant, que je laisserai la vie retrouver sa tension. Cela, je peux le croire. Ces feuilles de chêne charbon, des âges sèches, je n'ai qu'à les prendre une à une entre le pouce et l'index et les lâcher dans le vide. Qu'elles se détachent sans bruit de mes doigts et s'en aillent glisser doucement sur les strates d'air inégales, de densité variable. Cartes-plumes éphémères qui ne me seront sans doute pas distribuées à temps. Sur chacune d'elles, mon projet est écrit sans l'aide de l'eau. Qu'elle flotte un instant dans les airs, flotte réellement, sans prendre appui sur rien, qu'elle parvienne au nom chez quelqu'un, que pour finir elle me revienne en décrivant un grand cercle. De cela, je me soucie comme d'une guigne.
Même les blancs les plus purs n'ont jamais été parfaitement blancs. Dans le blanc immaculé restent cachés des points noirs microscopiques qui constituent d'ores et déjà la structure même de la couleur blanche. On se rend compte que le blanc est loin d'être hostile au noir, mais que la nature du blanc est de porter le noir au jour et de lui donner vie. Dès son premier moment d'existence, le blanc est voué au noir. Cela dit, bien qu'il passe par de diverses étapes harmonieuses du gris, le blanc ne cesse d'être blanc jusqu'au moment où il se changera en noir. Même s'il est contaminé par des attributs censés contraires à ceux du blanc. L'ombre, l'absence d'éclat, le caractère absorbant de la lumière, etc. Le blanc brille toujours sous le masque du gris. C'est en un clin d'œil que le blanc périt. En un instant, il disparaît complètement, et le soir fait ensuite son apparition. Cela dit, même les noirs les plus noirs n'ont jamais été parfaitement noirs. Dans la matité du noir se cache juste comme les gènes des points blancs microscopiques qui constituent déjà la structure même de la couleur noire. Dès son premier moment d'existence, le noir est voué au blanc. Désarticulé d'un antique livre, aux mains hautes levées sur un éclat déferlant aigu de lune. Je marche d'un pas qui recule, sur une veine à débuter la nuit indestructible. Et lentement jusqu'au sommeil s'atrophie le plaisir. L'immobile énormément tétanisé, et sous le pied glisse écrasé. Était-il seulement consommé à l'accouplement d'une éclosion de constellations carbonifères? Tombe lente une pluie d'hémicilium devant, au hasard d'une aiguille que se déboussole. Nous vaguons en plein, la pente bondissante comme une cube, vache bleue, debout comme une poupée de papier. Cassel et aimante sont déjà fanées. Décoller l'enveloppe, détromper. Extraire et lire la lettre de l'ami. Message venu d'ailleurs sans pluie ni fleurs. Légère odeur de rouille. Bruit d'eau en cuisse. La mort avance goutte à goutte. On sent son nom sera-tu que l'autre nom de la douleur. Les pages, une à une, se défont, ils tombent à la rencontre sous le sol de leur ombre. Sur un éclat déferlant aigu de lune, ces effondrements d'orgueilleuse orchidée, il faudra bien maintenant, plus surpris dès la nuit, que peu à peu il m'apprivoise. Un chien noir est assis en silence
cela suffit à faire un silence extrêmement bizarre. Là, il ne grogne pas encore. Je regarde la gueule du chien. Ah, le voilà qui aboie. Rien à faire. J'observe à nouveau le chien. Cette oreille me préoccupe. L'oreille du chien est le point du caractère chien. On devrait mettre un point de chaque côté. Approchons-nous du chien. Tirons à l'endroit de ce point, on l'arrache et puis on le met entre les pattes. Voilà, gros. Le chien souffre, il verse des larmes. À l'origine, le caractère larme contenait le caractère chien. Un chien est caché dans les larmes. Maintenant, le point du chien ayant disparu, le caractère aussi a oublié la douleur. Il n'a même plus l'air de larme. Cependant, il y a un gros chien, un grand et gros chien qui est vraiment là, couché sur le flanc. Il a la forme d'un tonneau. J'ai vu une fois un chien parfaitement immobile, avec de la mousse sur le corps. Il était couché, tout comme une grosse pierre, et dormait toujours. Au soleil, qui passait à travers les arbres, après la pluie, le chien brillait de toutes les mousses qui recouvraient son dos et son ventre. Quand je m'approchai de lui, la mousse trembla légèrement. Le chien eut un léger grognement. « Rentre chez toi !» Enfin, fatigué de lire, mots amochés, du sel plus âcre que les lèvres de ma sœur, fini les après-midi lyriques, quand le délicat soleil d'automne chauffait les liasses empoussiérées de lettres et de cartes jaunies. La nuit, enfin, heure où les signes émergent et s'échappent déjà de ma main, comme la graisse des morts émerge à la surface de l'eau, du fond des faux abîmes creusés à chaque page, du fond des miroirs interdits lisses à faire peur, du fond des prunelles de mon double à moi, me reflétant moi, me regardant moi, émergent sans plus de sens, presque ces signes-là qui se disloquent en silence. N'est plus mien déjà cela. Laissez le débordement râler. Au dehors de la fenêtre, vers la nuit dehors qui se bouscule et colle à la vitre. Tout mot en stagnation dans le refus d'être lu. Noir marais où fusionne extatique l'article du journal d'hier et des rimes médiévales. Un vent lourd mugit qui baratte sans arrêt, mer de lettres qui déferlent. Et bien loin, sous le bouillonnement de la surface engloutie, sont les fontaines blanches des villes du sud et les tournesols au midi de l'été. Pour supporter cet ambigu insupportable, plus rien que verser son sang, mon sang à moi. Cessons de lire, mais taillez plutôt. Je taillerai à coups de clous rouillés des plaies dans le poème. Dans les lettres, ce qui n'est pas lettre. Un chinois tournant son dos cravaché et la tête trop mince d'un chien armure suspendu à peine oblique, miel, dents brisées, phosphène. Faudra désormais orner tous les livres de douleur en relief saillant. Comme un sillage scintillant orne la trace de la limace. Je veux laisser une trace assurée sur les heures de cette nuit, mais ne peut laisser les livres flamber. Nul lieu ne disposant pour orner et disperser les cendres brûlantes, tant que je serai fixé à la tiédeur de cette chambre. Nul sacre des douleurs ne se tiendra hors du papier et de l'imprimé. Lentement, le cœur palpite. La dissolution insiste, sourde, tenace, sans fin,
Je tends la main, non pour saisir le livre ouvert sur la table, pour recueillir au creux de la paume des lettres dissoutes dans le silence. Les plaies, sans exception, devront bien guérir. Tous efforts fussent-ils vains. Cette certitude déjà vaudra rétribution. Je reviens dans la lande obscure du déchiffrement. Long retour, une à une. Déchire les pages d'un dictionnaire ruisselant. Colle et recolle, colle et recolle, colle et recolle. Le désir d'aboutir à un collage aussi grandiose que la création du monde, déjà, tranquillement, comme une pluie, se déverse. En face, un badaud observe la scène. Le vieil homme ouvre les yeux. Devant lui, une rivière. Et dans l'eau de la rivière, encore et toujours le scorpion qui se débat. Le vieil homme tend la main pour sauver l'animal de la noyade, mais en face, le badaud s'écrie « Espèce de vieux fou ! Tu vois bien que cet animal t'a déjà piqué par 2 fois, son poison pourrait te tuer, mais enfin, mais pourquoi t'obstines-tu à vouloir sauver cette créature ingrate et laide ?» Le vieil homme sourit. Il plonge son regard bleu dans les yeux du badaud. Mon ami, ce n'est pas parce qu'il est dans la nature du scorpion de piquer que moi, je dois changer ma nature, qui est d'aider. Il referme les yeux et replonge en méditation. S'il suffisait de rester assis en zazen pour devenir Bouddha, il y a longtemps que la grenouille doit être illuminée. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire. L'histoire de Yuji. Yuji, c'était un jeune lettré, un jeune maître. Il passait sa vie plongé dans les poèmes antiques, à étudier les écrits des anciens. Il vivait dans une toute petite chambre au pied d'un monastère. Et dans la chambre, c'était simple, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait là une natte posée au sol, et puis une table basse où s'éparpillaient livres, encre, cahiers. Un soir, voilà que Yuji lisait des poèmes à la lueur de la bougie devant sa fenêtre ouverte. Au dehors, le concert calme de la nuit bruissait. Quand tout à coup, Yuji a cru entendre comme un frôlement de pas. Il a levé son museau des vers qu'il était en train de dévorer. Devant sa fenêtre, il y avait une jeune créature, une femme, qui l'observait sous la lune. Le visage souriant, doux. La femme, dans un éclat de rire, la femme a dit « Maître Yuji,
Vous êtes si sérieux? Qui donc pourrait détourner vos yeux charmants de ces livres poussiéreux? Maître Yuji n'osait plus respirer, de peur qu'un souffle fasse disparaître la belle créature. Elle était si douce, son corps svelte enrobé d'une petite robe verte. Un sourire éclatant sur les lèvres et deux grands yeux brillants dans la nuit. Maître Yuji a tendu la main. La femme s'est faufilée à l'intérieur de la petite chambre. Et là, oui, elle a retiré sa robe verte. La flamme de la bougie vacillait sur la peau nue, ondulait sur les coudes. Yuji a enlacé sa taille menue et ensemble ils se sont couchés sur la natte. Je ne vous en dis pas plus. Cette nuit-là, la lune a fait le tour du ciel lentement, comme elle fait parfois pour laisser aux amants tout le temps d'explorer leur paysage. Au petit matin, Maître Yuji a cru sentir comme une brise légère qui lui caressait le visage. Il a ouvert les yeux, mais la belle avait disparu. Pourtant, dès le premier rayon de lune, elle était à nouveau là, devant la fenêtre. Un sourire doux sur les lèvres. Et ainsi, chaque soir, elle est revenue toujours dans sa robe verte. Et chaque nuit, ils se sont aimés longuement pendant toute une belle saison. Jusqu'à ce soir où ils étaient là, allongés sur la petite natte, nus, enlacés, quelques gouttes leur perlant encore sur la peau. Et Maître Yuji a osé demander « Ma belle, ta voix est si douce quand tu ris. Quel délice doit être de t'entendre chanter. » Mais la belle a répondu « Ah, Yuji, j'aimerais tant chanter pour toi, mais vois-tu, la nuit a des oreilles. Dehors, l'ennemi m'épie. Il attend le moindre souffle pour tendre ses pièges. S'il m'entend, ce sera fini. » Maître Yuji riait. Mais enfin, quel danger peut te guetter parmi les murs de ce monastère? Il pressait la belle tant et tant qu'elle a fini par sourire tristement. « Yuji, mon amour, je vais chanter pour toi, oui, mais tout bas, en secret. » Elle a posé sa tête sur l'épaule nue de Maître Yuji, et au creux de son oreille, sa voix s'est élevée. Pendant un instant, le cœur de Maître Yuji s'est arrêté de battre. Quand tout à coup, dehors, un crissement. La belle a ouvert les yeux. Une ombre est passée devant son visage. On m'a entendu. Tout est fini. Maître Yuji à nouveau riait. Écoute comme la nuit est calme. Écoute comme le soir est doux. Il a enlacé la belle, il l'a accouchée à nouveau sur la petite natte. Mais la belle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Au petit matin, pour la première fois, la femme a réveillé Maître Yuji. Elle lui a baisé les yeux longuement. Et puis, comme tous les matins, elle a enfilé sa robe verte et elle s'est faufilée par la fenêtre. Maître Yuji l'a regardé se glisser le long du mur et puis disparaître là au tournant. Quand tout à coup, il a entendu un cri ténu, un cri minuscule, un cri déchirant. Il s'était lancé sur les pas de la belle. Et là, au tournant, elle n'était plus là. Il l'a appelée, il l'a cherchée du regard. Un gémissement lui a répondu. Sur le mur de pierre, un buisson d'aubépine grimpait et là, un petit insecte se débattait fébrilement entre les pattes d'une énorme araignée. Maître
Maître Yuji a saisi une brindille. Il a déchiré la toile, il a recueilli l'insecte au creux de sa paume. C'était une petite guêpe au corsage vert. Maître Yuji a couru, il a regagné sa chambre, il a posé la guêpe sur la table. Elle se dégageait comme elle pouvait des fils de soie où elle était empêtrée. Et puis elle a volté de droite, de gauche, cherchant son chemin. Elle s'est posée là, sur le bord de l'encrier. Et doucement, elle a trempé son corps menu dans l'encre. Et puis à nouveau, elle a volté. Elle s'est posée sur un petit morceau de papier. Et en se tortillant, elle a tracé 2 mots. Vie et merci. Maître Yuji avait l'âme bouleversée. Il avait les larmes plein les yeux. Il a tendu la main pour caresser la petite guêpe, mais l'insecte s'est envolé par la fenêtre ouverte. Et elle a disparu dans les premiers rayons du matin. Maître Yuji n'a jamais revu la femme à la robe verte. Il a vécu une longue vie plongée dans ses livres et dans le souvenir si doux de celle qu'il avait tant aimée. Un matin, les moines sont entrés en secret dans la petite chambre du vieux maître. Il était là, paisiblement allongé sur sa natte, les cheveux blanchis par l'âge. Il avait un sourire serein au bord des lèvres, les yeux clos, et sur la poitrine posé un petit morceau de papier jauni, sur lequel on pouvait lire 2 lettres finement tracées. Vie et merci. Les bruits s'étouffent. Rien qu'un rayon de lune qui caresse le pavé. Puis, claquement de pas, silhouette courbée, cheveux de jais d'argent tissé, kimono aux reflets irisés. La vieille Shitaku rentre chez elle. Elle marche sec, son sac à la main, sac de toile. Et dans la toile, en étoile pliée, du papier. Du papier. Du papier. Pas pressé, petit pas saccadé, trottinant sur le trottoir. Des dalles de rue, lampions blafards. Dans la moiteur, les ombres s'effacent. Derrière elle, ça se presse, ça emboîte. Quelqu'un? Un homme, grand, lourd. Shitaku risque un œil par-dessus son épaule. Rayon de lune, dans la main de l'homme, la lame, lui.
Les pas de la vieille claquent plus vite sur le pavé, mais derrière, l'homme accélère. Que veut-il? De l'or? De la chair fraîche. Chitaku a la main qui oscille. Elle plonge un doigt osseux dans son sac. Dans la moiteur monte l'angoisse. Elle s'affaire sur le papier. Elle triture, plie et replie. Trottante entre les maisons imbriquées. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique de ses doigts décharnés? Je te le dis, mais tu répètes à personne, hein. D'accord? Un sabre origami. Un sabre de papier. Au bout d'une ruelle, un petit pont. La vieille s'arrête, brandit son sabre et volte. Rayon de lune, l'homme voit la lame scintiller. Il se fige comme une bête apeurée dans la moiteur. Un nuage passe. Labyrinthe entre les murs de pierre, la vieille s'engouffre. L'homme a été surpris, oui, mais pas farouche. L'homme a l'œil qui luit. L'homme bondit, lui aussi, bavant, dague en avant. Alors Chitaku brandit son sabre. Il se lève pour détaler, ventre à terre, en boitant. Faut dire que il a été gravement blessé. Dans la moiteur, le malotru s'est dissipé. Et Chitaku, elle s'en est retournée son chemin de vieille. Mais laisse-moi te raconter l'histoire de cette forêt. Cette forêt, chaque jour, elle se faisait tailler les veines, elle se faisait tailler le bois par un homme, un bûcheron. Il bûcheronnait tant, il jouait tant de sa hache à chaque tronc qu'il en trempait sa chemise. Alors, il descendait à la rivière pour se rafraîchir. Ce matin-là, la rivière était fraîche. L'eau chantait claire, si claire qu'il est venu à l'esprit de l'homme comme l'envie de remonter un peu le cours. L'homme, le bûcheron, est arrivé à un bassin d'eau claire. L'eau coulait sur les roches enchevêtrées à l'ombre d'un grand pin, et sur les branches basses du pin, une robe était accrochée.
L'homme s'est approché. C'était un habit de plumes blanches. S'il vous plaît, ma robe de plumes, j'en ai besoin pour rentrer chez moi. Longtemps. Et là, juste avant de toucher la terre, dans une dernière lueur d'espoir, l'homme a ouvert les bras. Il a déployé 2 grandes ailes noires. Et là, avant de s'écraser misérablement sur le sol comme un insecte, l'homme s'est envolé lui encore. L'oiseau, le corbeau, vit parmi les arbres dans la forêt. Chaque soir, il ouvre ses grandes ailes noires. Et le manteau de la nuit s'étend sur la terre et recouvre toutes choses. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que le corbeau vole à travers le grand ciel et jusqu'au plus profond de l'univers. Il va se baigner, il va se plonger dans les étoiles de sa femme, la Voie lactée. Voilà, vous pouvez les applaudir. Vous allez avoir Maggie qui faisait la danseuse Buto. Vous pouvez applaudir. Mathilde la conteuse. Les 4 comédiens de la compagnie Harmonie. Romain Moussignac de l'association. Le spectacle n'est pas tout à fait terminé puisqu'on enchaîne sur un petit quart d'heure de percussion japonaise et puis ensuite on aura un mot de la présidente du centre culturel. Voilà. Vous m'entendez pas derrière ?
merci d'être là. Vraiment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Manu? C'est possible? J'ai oublié le directeur du centre culturel parce qu'il est caché derrière et il s'appelle Hervé. Hervé, voilà. Applaudissez Hervé Arbet. Voilà. Voilà. Bien. Et bien... Qui est fait un petit signe, voilà, elle est là. Vous pourrez aller la féliciter parce que cette photographie est vraiment superbe. Toutes les autres qu'il y a aussi des cosplays japonais qui ont pour habitude de se déguiser comme ça avec des costumes un peu fous. S'habiller. Oui. Cosplay, oui, c'est le jeu du costume en fait, hein, costume. Voilà. Et puis aussi, je voulais juste préciser que Satomi Sato nous a préparé un petit buffet à base de onigiri, spécialité japonaise, et vous allez pouvoir déguster aussi quelque chose qui est vraiment surprenant, que vous avez certainement jamais vu, ou peut-être jamais même entendu, c'est le natto. Alors c'est moi qui vais le préparer juste après, et je vous encourage à le goûter parce que ça c'est vraiment quelque chose de typiquement japonais. Voilà. Merci Yolande. Merci Michel. Alors, écoutez, bravo encore à tout le monde. Refaites un petit tour pour regarder toutes les photos et tout ce qui est autour de vous. Et puis après, bien, vous en même temps, rendez-vous là-bas, tout au fond, avec un petit peu à boire et un petit peu à manger. Voilà, merci, au revoir.